Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio. Bienvenue à toi Dimitri aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la Monday Night War. Bonjour Yann, bonjour tout le monde. Ah oui donc, tu as une voix mignonne, de plus en plus on dirait. Hein. Allez, bon aujourd'hui, je dirais un très bon épisode de Nitro, en tout cas c'est mon ressenti, tu vas nous dire ce que toi t'en as pensé, et un Raw avec de la storyline et des matchs à enjeu. Oui, c'est un bon résumé pour commencer. Ok, nickel. Bah écoute, à la semaine prochaine alors. Allez, go. Allez, bye bye. Bon, on est toujours dans le Manitoba au Canada devant 2000 personnes. Cette émission a avoisiné les 2,6 millions, là je parle de Raw, on commence par Raw, les 2,6 millions de téléspectateurs. C'est la deuxième semaine de suite où la WCW prend une petite cartouche niveau audience. La grande différence quand même, c'est que par contre la WCW, ça on le remarque, hein, elle push vraiment à fond son pay-per-view. Donc là c'est quoi On est en novembre, c'est quoi? C'est Survivor, quoi? C'est la WCW, pardon, excuse-moi. Ouais. Ouh là là, je ne suis pas attentif. En tout cas, oui, niveau WWE, c'est moins frappant, quoi. C'est moins vivant niveau tout et niveau push du pay-per-view. Alors que c'est quand même la base du truc. Bon. Ce Raw commence avec un clip, avec une musique que j'adore et qui annonce que ce soir il va y avoir Sid contre Razor Ramon avec le 1-2-3 Kid en arbitre. Mais on ne sait pas trop s'il sera vraiment impartial. C'est ça le mystère de la soirée. Alors dis-moi si je dis une connerie, la semaine dernière il me semble qu'ils avaient annoncé que ce match serait pour le titre intercontinental et que la ceinture pouvait changer de main en cas de DQ, count-out et conneries du genre. Tout à fait, tu as tout à fait raison, c'était annoncé. Et donc là, ils annoncent dès le début du show que vu qu'on ne sait pas trop si le Kid est capable de ne pas prendre parti, ils annoncent que le match ne sera plus pour le titre. Voilà. D'où l'enjeu. Voilà, c'est ça, d'où l'enjeu. Bref. Bon. Voilà, donc déjà on commence super fort. Pas de titre intercontinental ce soir. Mais par contre, il reste arbitre. Ah, il reste arbitre, bien sûr. En parlant de commencer super fort. Triple H contre Henry Godwin. Le match de, comment dire, la fin de la feud de tous les temps. Ouais. Triple H. Franchement, moi au début, j'étais content de voir ce match. Vas-y, poursuis. Virgule. Donc, Triple H arrive, il balance pas mal de parfums un peu à la Rick Martel pour repousser Henry Godwin. Arrogance. Sauf que on n'attend pas longtemps. Henry Godwin il s'en balèque complètement. Il prend son seau de gerbe là et il se le verse dessus. Alors franchement, hein, c'est brillant comme move là. Moi j'ai trouvé ça très intelligent, hein. Très malin, plus malin que prévu le fermier. Oui, et moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a dans ce seau de vomi de cochon pour que le mec, pour qu'il puisse quand même ruser et se le mettre dessus, tu vois. C'est vrai. Je ne sais pas. Ça fait un peu, pour ceux qui regardaient Fais pas ci, fais pas ça, la série, c'est un peu le genre une béchamel avec le fourzitou de Fabienne Lepic, tu vois, quoi. Waouh, putain, là, une comparaison là, on commence vraiment super fort, celui-ci. Oh merde. Là, si tu rigoles, c'est que malheureusement, t'as la ref, hein, donc ça... Ah oui, non, mais là, faut que je m'en remette un peu, vas-y, continue. Et en fait, c'est la fin du match. Exact. Parce que suite à ça, en fait, Triple H est évidemment apeuré par la dégueulasserie, il prend la fuite, il glisse de manière très théâtrale sur les tapis qui sont eux aussi pleins de merde à l'extérieur du ring. Ah oui, là, c'est une scène de cartoon, là. Ouais, pas les bons. Et donc, pas les bons. Et puis le mec, bah voilà, il court dans les vestiaires. Voilà, c'est fini. J'étais si content de voir ce match. Et on a eu une telle daube, putain. Mais t'inquiète pas, tu en verras d'autres. Oui, et en plus d'être content de voir ce match, quand Henry Godwin s'est versé la gerbe sur la tête, moi je me suis dit, putain, mais c'est le match du siècle, quoi, qu'on va voir. Eh ben non. Ah non. Mais bon, il y a quand même, ils nous réservent pas mal de surprises là pour la suite dans les prochaines semaines. Ouh, on verra. Ne spoil pas nos auditeurs finaux. Non, bien sûr. Ensuite, on a le Doc Hendrix qui nous présente les Survivor Series. D'ailleurs, dans le prolongement de cet angle-là, c'est super drôle parce qu'il y a Doc qui nous présente le Slam Jam et il y a Lawler qui lui parle à l'oreillette en lui disant attention, il y a Triple H qui arrive et Doc se protège avec 2 coussins. Comme si ça allait. Genre, il sort les 2 coussins en bouclier, genre attention, je suis prêt là, si jamais. Bon, rien de spécial, il y a juste un espèce de flashback, enfin c'est pas un espèce, hein, c'est un flashback de la dernière émission de Superstar pendant laquelle Ted DiBiase et Jim Cornette
On fait une interview dans laquelle, grosso modo, ils disent qu'ils se font pas confiance parce qu'il y a le match des wildcards où il y a des gentils et des méchants qui sont mixés entre les deux. Voilà, bon. Rien d'extraordinaire. Ahmed Johnson se chauffe en backstage en soulevant. Enfin, parce qu'il va bientôt catcher. Donc le mec, il fait du biceps curl, hein, pour ceux qui connaissent un peu la muscu. Et lui, en fait, tu vois, moi, je prends des... Allez, je me chauffe à 10 kilos, je monte jusqu'à 18-20. Lui, en fait, il prend une barrière, tu vois. Une barrière de sécurité, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. En plus, il a l'air vraiment Enfin, il le fait comme si c'était Comme si des c'était- raisins pour moi, quoi. Ah oui, pour toi, oui, je confirme. Oui. Ensuite, on a un clip sur Shawn Michaels et comment ça s'appelle, son traumatisme crânien suite à l'attaque qui a eu lieu. C'était quoi? Il y a le 30 octobre, 29? Oh, alors là, la date, je ne sais plus. Il y a quelques temps. À Syracuse. À Syracuse. Le clip, alors moi, j'ai noté, on ne sait pas trop si c'est mi-drame, mi-suçage. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut être amoureux de HBK ou il faut être très compatissant? Bah, c'est les deux, hein. Je pense que là, c'est un savant mélange des deux. Hein. Un dramage ou un suçage? Il est génial, il est triste et il est courageux. C'est vraiment une grande superstar. Ouais, exactement. Moi, j'ai bien aimé ce petit package parce qu'il était assez long. Et à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir des trucs comme ça. Par contre, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est les débuts d'Ahmed Johnson. Exactement, puisque c'est les débuts. Bah oui, parce qu'après, c'est le deuxième match. Donc, Ahmed Johnson fait ses débuts tant attendus après avoir soulevé Yokozuna. Il affronte un jobber au nom de Jake Steele. Il remporte le match avec son finish, le plongeon de la rivière perlée, tel que l'appelait Raymond Rougeau à l'époque. Alors, il n'est pas encore nommé comme ça. Hein. Là, c'est juste une Tiger Bomb, hein, pour l'instant. Oui, je sais même pas si elle est nommée en tant que Tiger Bomb. Si. Ils disent Tiger Bomb, mais ouais, il n'y a pas de Pearl River Plunge encore. Vivement Nitro et les Billy to Back de Eric Bischoff. Allez. Par contre, ce que j'ai remarqué dans ce match, c'est que... Attends, on est combien? On est le 13 novembre, donc il me semble que c'est le dernier épisode enregistré dans cette même salle. Donc les gens, ils sont au bout du rouleau, quoi. Et c'est le quatrième à Manitoba. Ouais. Et donc on remarque de nouveau cette bande son qu'on avait déjà la semaine dernière, qu'on a assez souvent, avec cette espèce de brouhaha, là, comment on dit en français correct, la rumeur, avec une foule qui ne désamplit pas et qui semi-hurle non-stop. C'est un espèce de brouhaha constant là, qui n'a pas lieu d'être, et on voit vraiment que c'est faux, d'autant plus qu'il est vraiment surpassé quand la vraie foule réagit vraiment, tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Ça continuera malheureusement dans les prochains épisodes aussi, enfin c'est pas lié à ce taping en particulier, quoi. Ouais, bah même on verra dans l'épisode du 27 novembre, jour de mon anniversaire, clin d'œil, vous pouvez m'envoyer des cadeaux, etc. Même pendant les flashbacks, parce que, enfin, on verra, mais bon, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas les mêmes fréquences de voix, donc t'as une espèce de bande-son qui est surpassée par une autre. Bon, voilà. Après ce match, Shawn Michaels nous parle un petit peu, et il nous dit qu'il est content d'être avec Ahmed Johnson dimanche, car dimanche, c'est les Survivor Series. Ouais, moi, à sa place, je serais content aussi, hein, franchement. Oui. Ah non, dans mes notes, je te corrige, Vince a dit Powerbomb. Ah, écoute, tu es sûr de ça? Oui. J'ai mis une citation. Et j'ai même mis bravo après. D'accord. Powerbomb. Oui. Vince, toujours lui, il interview Ahmed Johnson. Ah oui, alors Shawn Michaels, il parle avec le coup de téléphone traditionnel hein, pendant le match. Là. Pour les matchs qui ne servent à rien, en fait. On fait appeler les gens plutôt que de faire autre chose à la place du match qui sert à rien. Donc Vince, il interview Ahmed Johnson, bon comme d'hab, je vais casser la gueule. Et ensuite, on a le VRP. Le VRP de luxe. Enfin, de luxe, je sais même pas. Hein. Pour l'instant, ça sera juste le VRP. Qu'est-ce qu'il nous vend cette fois-ci? Eh bien, il nous vend il nous vend pas des POG, hein, putain. Ouais, c'est un peu moins bien cette fois-ci quand même. Il nous vend le calendrier, les gants et les lundes de Diesel. Lundes, c'est lunettes de soleil, hein, pour ceux qui ne seraient pas habitués à mon vernaculaire un petit peu chelou. Donc, ouais. Bah voilà. C'est-à-dire que je sais même plus si c'était dans un lot ou pas. Genre, tu sais, si tu veux juste les gants, est-ce que tu peux juste... Ah non, en fait, c'est le calendrier qui coûte $21 et si tu l'achètes, tu as en bonus les gants et les lunettes de Big Daddy Cool. Voilà. Ce qui veut dire que pour $21, ils te vendent un calendrier, des gants et des lunettes de soleil. 3 items sur lesquels ils font évidemment une marge substantielle, sinon ils ne le vendraient pas à $21.
Donc je pense que ça doit coûter peut-être 10. Donc je te laisse imaginer le coût réel de la valeur des produits. Ouais. Ensuite, interview de Diesel et Bret Hart. Ouais. Alors moi, Allez. j'étais très excité, un peu à l'instar du match Triple H Henry Godwin par rapport à l'annonce de la semaine dernière, parce que je m'imaginais un truc un peu en grande pompe sur le ring, tout le bordel. Et ben en fait non, chacun est chez soi, à la maison, tranquille, ils sont même pas à Raw. Voilà. Alors, Donc, alors sur ce truc, j'ai fait mes petites recherches. Je sais pas si tu les as fait aussi, mais qu'apparemment, donc là, t'as cherché leur adresse, c'est ça? exactement. Mais apparemment donc là, ce qu'on voit, c'est un écran partagé et chacun est chez soi et une interview de chacun de son côté. Oui. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'ils avaient enregistré quelque chose pendant les tapings. Que c'était dans le ring, qu'il y avait une confrontation et qu'il y avait même une intervention de la team Cornette qui avait été repoussée par les deux qui s'étaient un petit peu alliés avant de se mettre sur la gueule. Donc ça a été enregistré pendant les tapings, mais c'est pas passé à la télévision et ça a été remplacé par ce truc. Car Alors, grosse daube. alors ça devait vraiment être une putain de daube parce que ça a été remplacé par une daube. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est passé pour que ça passe pas à la télé, mais bon, parle-nous un C'était petit peu peut-être de. une piscine de chiasse, et là on est juste dans la pataugeoire de chiasse. Oh, ouais, enfin ouais, vas-y. Pataugeoire, voilà. Donc Oh oui, là là. deuxième déception. Donc, qu'est-ce qu'on va... Disons qu'il n'y a aucune vie dans cette interview. Les Oui. mecs, ils ont l'impression qu'ils sont au bout du bout, qu'ils ont pas envie d'être là, enfin, on sait pas. Grosso modo, qu'est-ce qu'on dit dans cette interview? Que plus le match sera long, plus il sera à l'avantage de Brett. Voilà, au cas où, tu vois, ils comprennent pas, quoi. Ouais. Ce qui m'a quand même rappelé l'époque de Canal+, parce que cette espèce de, comment dire, d'élément clé du match, je m'en souviens vraiment, quoi. C'était tellement mis en avant sur Canal+, et moi, perso, à l'époque, j'étais méga investi dans le match et dans toute la storyline, et surtout dans le match du Survivor Series. Quand je le regardais, à chaque fois qu'il y avait 1 ou 2 minutes de plus, je me souviens que je le pensais en disant putain, ça avance. Là, on rentre dans le territoire de. Voilà, là, on rentre dans le territoire de Brett, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, Mais pendant ouais, non, cette interview, il y a toujours la bande-son des gamins qui hurlent. Oui. Donc ça devient vraiment pénible. L'histoire du match, c'est que c'est la force de Diesel contre l'endurance de Brett. C'est ressassé genre 47 fois. Mhm. Il n'y aura pas de DQ, il n'y a rien. Il faut un vainqueur parce que c'est le troisième affrontement entre les deux. Le premier, c'était lors du King of the Ring 94, le second lors du Rumble 95. Et puis, au niveau de mes notes, j'ai mis fin, RAS. Ouais, non, franchement, bah, c'est exactement ça. Hein. C'est hyper long, c'est d'une monotonie dingue, et franchement, il y a aucun positif ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Quand on fait des recaps de s'endort. segments qui sont vachement monotones, est-ce que pour plonger nos auditeurs dans la monotonie, il faut aussi parler de manière monotone, ou il faut faire l'inverse et faire genre c'est le cirque? Ça va être difficile de répliquer ce niveau de monotonie. Hein. Ouais. Franchement, c'est terrible. Les deux, c'est vraiment pas leur point fort. Les mettre dans un segment comme ça, c'est vraiment pas les mettre dans une situation dans laquelle ils sont à l'aise. Ça se voit vraiment. À une semaine du pay-per-view, c'est une catastrophe. Est-ce que tu trouves que Vince McMahon était à l'aise en faisant du Karate Fighter avec Jerry Lawler? Ah putain, ça j'ai adoré. Ça c'était vraiment cool. C'était tellement ridicule. Mais c'était vraiment cool parce que même dans un petit segment comme ça qui est ridicule, ils arrivent à mettre Lawler en avant et à faire avancer son perso. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment drôle. Parce que donc du coup, Jerry Lawler gagne. Et quand on voit le ralenti, on voit qu'il a triché en scotchant le pied de son petit combattant à la structure. Donc même là, contre Vince McMahon, le patron, il essaye quand même de tricher dans un petit combat de karaté fighter qui n'a aucun enjeu. Il brave c'est un homme plein de courage. Voilà. Et Vince découvre le truc en voyant le ralenti, et Lawler lui dit « Mais attends, il était blessé au pied, je lui ai mis un petit sparadrap. » Sparadrap. Ensuite, le King Mabel débarque sur son trône contre un jobber dont j'ai pas retenu le nom. La seule chose que j'ai retenue, ce sont les éléments suivants. Vas-y. Dans les mecs qui portent le trône, les pauvres mecs qui portent le trône, parce que je veux dire, Mabel c'est quand même 600 à 700 kilos. Il y a Rhino. Oui. Il y a Rhino au premier rang, qu'on a vu la semaine dernière d'ailleurs. J'ai fait moi mes petites recherches statistiques. Mabel a 25 ans. Il a la coupe de cheveux de Mario Balotelli. Voilà, j'ai mis fan de son mohawk. Alors c'est Balotelli mais version longueur, parce que là il a quand même une vingtaine de centimètres de cheveux. Ah oui, non, mais Balotelli, il a fait quand même pas mal de petites tentatives capillaires intéressantes, et celle-ci, ça ressemblait vraiment.
Tu t'y connais bien mieux que moi, donc je te fais confiance là-dessus. Oui, Mario Balotelli. Et ensuite, la seule chose que j'ai encore notée sur ma petite fiche, c'est que, haha, Mabel fait un snapmare à la Mr. Perfect. Et après, je crois que j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé, et je suis passé au sosie de Bill Clinton. Voilà. Ah oui, voilà, Bill Clinton. Suite à quoi, j'ai mis aussi Next. Voilà. Pareil. Très bien. Ensuite, on a un petit flashback, toujours de l'émission Superstar, avec Razor Ramon et le 1-2-3 Kid contre les Smoking Guns, avec, disons que là, on met l'emphase sur la bonhomie de Razor Ramon, qui est vraiment un bon pote, et il essaye par tous les moyens d'aider son ami. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à ce qui nous attend ? Est-ce qu'il va être récompensé de ses actions, tu penses ? Ça ne sert à rien d'être un bon ami. Comme disait, je crois qu'il y avait un de mes frères qui avait une maîtresse d'école au CE1 ou CE2 qui s'appelait Madame Bonami. Souria. Non, là tu confonds avec la présentatrice Canal+. La sœur de Jérôme. Oh putain. Bon, main event. Razor Ramon contre Sid le Cinglé. Donc de nouveau, encore la 17e déception du show. Le match ne sera donc pas pour le titre, comme tu l'as dit, en début de show. Les punchs de Razor Ramon, ils sont bons, mais dans ce match, je trouve que plus que d'habitude, on voit qu'il claque beaucoup ses cuisses. Oui, c'est vrai, mais ça, il le fait assez souvent, mais bon, ça reste, visuellement, moi, je trouve que c'est parmi les meilleurs coups de poing là de l'époque. Oui, c'est certain. Ça rend vraiment bien. C'est certain. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi ? Oui, j'ai bien aimé, enfin, c'est toujours lui qui le fait, mais c'est un truc qui disparaît, enfin, qui à l'époque était vraiment pas présent dans les shows, c'est que Sid joue avec la foule, quoi. Il les insulte, il leur gueule dessus. Qu'est-ce qu'il gueule ? On a le droit de dire ça ? Bah, il a rien dit de méchant, mais c'est juste qu'il dit un seul mot, genre 43 fois d'affilée. Ah non, mais il a déjà dit des choses bien horribles, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt chouette parce que ouais, c'est le seul qui prend ce temps pour vraiment ouais, se mettre la foule à dos en leur gueulant dessus, en se penchant toujours sur les cordes pour gueuler sur les gens du public. Et je trouve que c'est quand même hyper plaisant de voir ça. Bah, moi, j'ai noté qu'il gueule 43 fois « Shut up !» Shut up ! Ouais, shut up ! 17 fois de suite, quoi. Bah, c'est le brouhaha, il l'énerve aussi. Hein. Oui. Il claque, Razor Ramon claque, Sid claque un énorme chokeslam, mais alors à une main. Amplitude thermique astronomique. À une main. Yes. Razor Ramon tente son Razor's Edge. Bon, le match est plutôt pas mal, hein. Razor Ramon tente son Razor's Edge, mais comment il s'appelle Dean Douglas. Dean Douglas. Dean Douglas se ramène. Dean Douglas se ramène et il tire le... Comment ça s'appelle ? Il tire Sid à l'extérieur du ring. Le pied. Le pied, voilà. Oui, putain. Donc, jusque-là, le 1-2-3 Kid est plutôt impartial. Ouais. Dean Douglas, évidemment, vu qu'il intervient, il ne prend plus de notes. Parce que il est là pour du rififi. Ouais. Jerry Lawler est rigolo avec le 1-2-3 Kid parce que donc il y a plusieurs fois les comptes de 2 et Lawler fait putain, tu devrais savoir compter jusqu'à 3, c'est ton nom. Mais c'est vrai que l'impartialité du Kid, à mesure que ça avance, hein, c'est un petit peu comme lors de All Out le week-end dernier, oui, car cet épisode est enregistré bien en avance. Tout le monde sentait venir le heel turn de MJF alors que pas du tout. Ouais. Donc le swerve, et là par contre le Kid il va faire son heel turn, mais c'est vrai que plus ça avance, plus on se demande quelle va être la ruse. Ouais, et finalement elle a pas été si rusée. Si rusée. Attends, mais avant la ruse, il y a quand même le camel clutch de Razor Ramon. Ouais. De Sid, pardon, sur Razor Ramon. Razor se relève avec Sid sur les épaules. Donc déjà, athlétiquement, c'est une performance assez remarquable. Oui. Ensuite, donc là, il est en position de electric chair. Voilà, chaise électrique. Donc c'est-à-dire que tout simplement, Sid est assis sur les épaules de Razor Ramon. Razor Ramon qui doit faire un vrai 1m88 ou 10, je pense. Ouais. Sid un petit peu plus, hein, assis sur les épaules. Et là, Razor le jette en arrière. Franchement, il y a vraiment un gros son qui est sorti de moi à ce moment-là. Oui. Moi, j'ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U quand j'ai écrit sur la nuque. Ah oui, putain. Avec des points d'exclamation. Ah, sur la nuque. C'était vraiment dingue. Ouais. Non, mais c'était horrible.
Ah oui, non, mais j'étais vraiment très surpris de voir ça, enfin une prise de risque, alors que c'est deux professionnels quand même bien accomplis. Là, ils ont, enfin, c'est terrible. Il peut tomber direct droit sur la tête, ce serait la même chose, quoi. Mhm. Et donc Donc ensuite, oui, donc je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça avant. Donc Razor Ramon fait son Razor's Edge. Et donc il a, vous voyez la position du Razor's Edge, il a Sid avec les bras en Jésus, Sid qui pend dans son dos. Et là, eh bien, il y a le 1-2-3 Kid qui tire le pied de Sid pour qu'il ne se fasse pas prendre dans le Razor's Edge. Il prend direct Razor Ramon en powerbomb. Et là, le Kid fait le plus fast des fast counts que j'ai vu de ma vie, je pense. ouais, c'est peut-être même pas un. Oui, c'est vraiment fast count, quoi. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, bon, on sait que, en tout cas, le Kid n'est plus ami avec Razor. Parce que jusqu'à la semaine suivante, moi, j'étais pas encore sûr s'il avait rejoint le clan DiBiase. Est-ce que tu es sûr maintenant? Honnêtement, moment présent. Bah, maintenant, oui. Maintenant, oui. On a vu bah, il est quand même venu avec lui sur le ring la semaine d'après, quoi. Ah non, mais je parle de maintenant. Là, on se replace juste au moment où il vient de gagner. Eh bien, pour moi, non, parce que c'est simplement une trahison. Mhm. À ce moment-là, moi, je partage mon point of view. Hein. Ouais. C'est une trahison. Et puis, Ted DiBiase, il est content que son poulain Sid ait gagné. Et Ouais. pour foutre les nerfs à Razor, il lui met des petits billes dans la bouche. Et ensuite, le Kid, il prend les billets et quitte le ring en levant le bras de Sid. Mais il est arbitre, donc c'est normal. Sont-ils amis? Sont-ils devenus amis ou est-ce qu'il est juste ennemi maintenant avec Razor? Que de mystère, tu vois. Les commentateurs ont moins de doutes que toi parce qu'ils disent que le Kid a été acheté. Mm-hmm. C'est un indice dans la story. Oui. En tout cas, Jerry Lawler est extrêmement content. Oui. Il a jubilé là de ce heel turn. Toutes les réactions de Lawler sont vraiment super. Ouais, franchement, il était exceptionnel à cette époque. Ouais. Ensuite, Jim Ross interview Dean Douglas. Alors juste avant ça, moi j'ai mis un petit clin d'œil à mon ami Yann parce que il y avait le programme de Tour de Force. Oui. Qui passe par Scranton en Pennsylvanie. Ah, j'étais à Scranton en Pennsylvanie. Je vais te dire quand. C'était la première quinzaine de juin 2009. Oh putain. Oui. Ça date, hein. Tu y avais vu un bureau? Je n'y avais pas vu de bureau, j'ai vu le sign, j'avais mangé un petit peu partout. J'étais... non, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Bon, en fait, on a fait toute la Pennsylvanie avec les Amish et compagnie. D'accord. Avec Roadkill. Avec Roadkill qu'on n'a pas vu. Par contre, on n'avait pas réservé, c'était vraiment un road trip avec Caroline, que je salue, si jamais elle entend cette émission, je doute. Ce rire ne voulait rien dire. Oui, en fait, il veut rien dire. Bon, non, mais je veux dire, on se parle toujours très souvent, mais je pense pas qu'elle se tape les vidéos de la clinique, tu vois. Et donc, oui, on n'avait pas du tout prévu nos hôtels. Et donc, on s'arrêtait sur des motels ou des trucs, et puis à un moment, on tombe sur un guest house. Et puis, on dit, tiens, on va sonner, on va voir s'ils ont de la place. Et puis alors, moi, je sors de la voiture, je vais voir le mec, un peu creepy, tu vois, genre à la Amish, tu vois, avec une grosse barbe, mais pas de moustache. Et je lui dis, voilà, vous avez de la place? Ah oui, très bien. Et est-ce qu'il y a le petit-déj, etc. Oui. Ah, ok. Puis là, j'étais un peu malaisant comme moment, donc moi je dis, qu'est-ce qu'il y a au petit-déj? Tu vois, parce que je veux dire, j'avais le prix, j'avais la dispo, donc voilà, mais je m'étais dit, c'était un peu trop court comme échange, fallait un peu faire genre, tu vois. Et là, le mec, il commence à me faire un laïus de au moins, je dirais, 1 minute 30, ce qui est une éternité, quand un mec énumère ce qu'il y a au petit-déj. We have some cold milk. We have orange juice. We have cereal. Et le mec, comme ça, pendant 1 minute 30, et moi, dans ma tête, je me dis, mais putain, il y a moyen qu'il sorte un couteau et que ça finisse d'en fait entrer l'accusé, tu vois. Bref. Jim Ross interview Dean Douglas. Razor Ramon arrive et là, ça coupe. Ouais. Rendez-vous au Survivor Series. C'est ça. Alors on voit ce qu'ils essayent de faire, hein, mais bon, c'est quand même hyper abrupt. Oui, c'est un peu maladroit quand même. Oui, parce que c'est le Go Home Show, donc c'est le dernier Raw avant les Survivor Series, qui ont été moins pushés que les pay-per-view quand ils sont pushés à la WCW. Ouais, je trouve... c'est sûr que la fin... Oui, on nous dit pas rendez-vous dimanche, ça va être incroyable. C'est genre, rien quoi. Oui, c'est ça. Oui. Rien.
Voilà. Mais même là, franchement, tout le build pour le pay-per-view, là, que ce soit pour le wildcard ou pour Brett contre Diesel, là, c'était pas très efficace sur ce show-là. Hein. Comme disait Ama. Ah, au show là, Ama. Bien joué. Ouais. Donc, ouais, il y a du jobber, il y a un gros match, il y a des storylines. C'est allez, on va dire un épisode. Moi, niveau 4, j'ai quand même bien aimé Razor Seed. Oui. Donc, j'ai envie de dire que c'est un bon petit épisode parce qu'il est sauvé par le main event quand même. Mhm. Mais c'est un bon petit épisode sans plus, quoi. C'est pas mauvais, c'est pas génial. Mais Là, c'est vivement quand même qu'il le go home avant un des 3-4 shows les plus importants de l'année, quand même. Oui, et aussi vivement qu'ils partent du Manitoba parce que là, les gens, ils dormaient complètement, quoi. Oui, là, ils en peuvent plus, ouais. Donc voilà pour le Raw, alors que... Dis-moi. Bah non. Alors que Nitro. Voilà. Où est-on à Nitro cette fois-ci? Nitro, on est aux États-Unis, on est devant 9500 personnes. Ouais, c'est pas mal ça. Et on se prend une petite cartouche. Nitro, on est toujours dans la même salle de Jacksonville la semaine dernière. Ouais. Parce qu'ils avaient enregistré. Mhm. Parce que ce soir-là, il y a un show New Japan WCW. Oh oui. Donc 9500 personnes. Et niveau audience, il n'y a que 2 millions de téléspectateurs pour la deuxième semaine consécutive. La WWE est nettement devant. J'en profite pour dire que je me suis souvent fait la remarque, mais je pense qu'on va attendre le In Your House du mois de décembre et Starrcade pour faire un point sur les achats de pay-per-view respectifs. Faisons ça. Voilà. Donc oui, on est à Jacksonville, on commence ce Nitro avec une petite hype pour le pay-per-view World War 3 où le gagnant de la gigantesque bataille royale à 60 catcheurs deviendra champion. On a Mongo, McMichael, Eric Bischoff et Bobby Heenan qui nous accueillent. Le chien de Mongo a une cape de Superman, donc le chien s'appelle Pépé. Superdog. Et exactement, et Mongo dit qu'il lui a mis une cape parce qu'on voit des super-héros à la WCW. Ok, Mongo, merci bien. Alors moi, j'aimerais quand même apporter une précision entièrement au crédit. Enfin bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Donc la semaine dernière, 6 novembre, on est enregistré à Jacksonville. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, au Japon, donc l'épisode du 13 novembre est enregistré aussi à Jacksonville. Au début du show, j'ai trouvé que la foule était survoltée, anormalement survoltée. Dans l'épisode du 13 novembre. Je fais mes petites recherches et je me rends compte qu'ils ont enregistré l'épisode du 13 novembre avant l'épisode du 6 qui était live, pour le coup. Ah, d'accord. Donc logistiquement, ça make sense, comme on dit. Mais moi, en voyant ça, je me suis dit, bon, allez mec, une chance sur deux qu'ils aient enregistré un angle avant le live d'un truc qu'on ne peut pas comprendre sans avoir vu le live qui va suivre. Mm-hmm. Et tu avais raison. Eh ben non. Donc, je dois féliciter les scénaristes parce qu'ils ont réfléchi. Parce que on aurait pu s'attendre à une surprise de ce genre, en tout cas. C'est quand même plutôt rare. Bon, alors Yann, déjà pour commencer... Alors, oui. Alors, je retrousse les manches que je n'ai pas. Retrousse the manche. On a... Fantomette. On a Fantomette. C'est un mix entre... Non, franchement, c'est un mix entre Fantomette et Sabri quand il est déguisé en bossu dans H. Pour moi, c'était ça, quoi. Alors déjà, donc, pour les auditeurs, on va préciser que c'est Hulk Hogan. Ah oui, c'est vrai. Qui est donc masqué dans une espèce de caverne / donjon / cimetière. Enfin... Alors, je précise mon propos, en fait, maintenant que j'y repense. C'est Fantomette qui a mangé Sabri, qui a mangé Omar... Quand il faisait le personnage, tu viens plus aux soirées. Exactement, voilà, c'est un masque d'orgie un petit peu là, noir. Donc il est dans un décor assez mal foutu avec une espèce de cimetière, mais on voit comme si c'était dans un château cimetière. Le mec sort une épée, Yann. Ouais. Une épée, genre une épée de musclor, genre une immense épée. Ok, donc point à la ligne alinéa. Le 13 novembre 1995, Hulk Hogan porte un masque de fantomètre, là, un masque de on sait pas trop quoi, comme tu dis, d'orgie, et il a une épée. Il faut vraiment... Vêtu de noir avec une... vêtu de noir avec une capuche. Oui, c'est pas des conneries que tu racontes, c'est voilà. Hogan avec une épée. Et donc là, toute la promo, elle est surréaliste. Il parle évidemment de Sting en disant qu'il ne sait pas dans quel camp est Sting. Son discours ne fait
aucun sens. Il parle de n'importe quoi, il y a des références obscures et surnaturelles un petit peu cheloues. Il demande au Macho Man de lui ramener la tête, la tête de Ming Bah oui, avec sur l'épée. Ça ira. sur un, Ça sera plus sur un facile. plateau d'argent. Non mais voilà, donc là on passe à des niveaux de violence qui sont quand même assez extrêmes. Il veut la tête de Ming. Pourquoi pas? C'est oui, comme tu dis, c'est Hulk Hogan quoi. On est en 80. Enfin, ça serait quoi l'équivalent d'un truc comme ça maintenant quoi? Ça serait John Cena qui déguisé en fantôme de l'opéra qui sortirait une arbalète en réclamant les couilles de Callisto quoi. Je sais pas, je sais pas ce qu'il pourrait demander de plus. Mais Écoute, c'est je cherche, mais je trouve que ton analogie est suffisamment proche pour qu'on dise oui. non, mais c'est incroyable. Enfin, toute cette promo est incroyable. Elle dure quoi, 2 minutes, 3 minutes. Il faut se frotter les yeux, quoi. Tu te dis, mais je suis pas en train de voir ça, quoi. Alors moi, quand je regarde et je le salue, Ishtou qui écoute, quand je regarde les épisodes et qu'il y a des trucs dans ce genre, en fait, j'envoie un petit message WhatsApp qui commence toujours par urgence en majuscule. Et ensuite, je lui mets la date du show et le timing pour qu'il se réfère à... Non, mais là, s'il y a quelque chose à voir, c'est ça, évidemment. C'est complètement fou. Vraiment. Pour les fans, les curieux, enfin, c'est de la curiosité malsaine, hein, bien entendu. La vidéo, cette interview, cette promo, elle est en intégralité sur la chaîne WWE, sur YouTube. Donc, si vous tapez Hulk Hogan interview ou Hulk Hogan Nitro November 1395, vous tombez dessus. Ouais. Voilà. Donc bon, voilà. Allez, on enchaîne parce que on enchaîne. Alors moi j'ai éclaté de rire parce que Bobby Heenan avec un visage extrêmement sérieux fait une prédiction là pour la bataille royale à 60 catcheurs et il fait une prédiction qui est que Hulk Hogan sera le premier éliminé de la bataille royale. Ouais. il est bon. Ah ouais, non, mais il y a des chances que ça se réalise. On commence avec donc la mission de Macho Man qui doit ramener la tête de Ming. Mais il a pas l'épée. Alors là, par contre, dès le départ, racisme éhonté concernant Ming et ses origines, où Bobby Heenan dit que vu ses origines, il est en partie humain, mais surtout sauvage et animal. Donc là, bon, en 2019, c'est CSA direct. Hein, là, ouais, c'est incroyable d'avoir pu dire ça à la télévision. Bon, c'était il y a 25 ans, mais quand même. Macho Man qui arrive par derrière, un petit peu sournoisement, il est encore tout de noir vêtu, un peu en mode Macho Man-ness comme ça. Il est annoncé comme venant de la face obscure de Venice Beach. Mm-hmm. Ah ouais, ils ont pris quelque chose de bon là quand même dans les dernières semaines, hein, les deux. Hein. Dans le match, bon, il n'y a pas grand-chose à signaler à part que Kevin Sullivan essaye d'intervenir, le Macho Man le repousse, ça permet une distraction là qui fait que Ming prend le contrôle du match, il y a Jimmy Hart qui vient. Le finish, c'est un peu le même que sur un épisode précédent où Macho Man évite un splash de la 3e corde et là, bam, descente du coup de victoire. Oui, il fait du Hogan quoi. Il se fait dominer pendant 8 minutes, comeback de 3 secondes, descente du coude et il gagne. Ouais. Et là, visiblement, ça choque personne parce que la foule, et bon, moi je pars toujours du principe que ce qui marche, donc il n'y a pas besoin de s'insurger contre un truc qui marche. La foule, elle pète les plombs, donc bon, tant mieux. Par contre... après ça, le donjon arrive. Oui. Alors moi j'ai vraiment largement souri en pensant à toi parce que la tenue de Lex Luger, je me suis dit putain, là Yann doit adorer quand même. J'ai adoré sa tenue. Voilà. Bah oui. Donc là, il est en tenue de espèce de Zubaz là. De Zubaz. Ouais. Oui, il est en tenue de gym là, Zubaz, mais à rayures, tu vois, pour que ça se fasse quand même un petit peu classe comme les costumes de mafieux, tu sais. Mm-hmm. Donc là, ouais, franchement, magnifique. Il s'en prend au bras blessé de Macho Man et il le défonce contre le poteau, etc. Ça t'a pas choqué plus que ça? De quoi? Parce que là, l'histoire du bras, ça va durer jusqu'à après World War 3. Donc oui. Au moins jusqu'au 27 novembre. Oui, ça faisait quelques temps là qu'il parlait du bras de Macho Man. De quoi? Là quand Luger l'attaque? Oui, même avant. Enfin, ça fait quelques semaines qu'ils disent que Macho Man est blessé au bras. Oui. Ah oui, ça a été même mentionné largement dans le match contre... Bon, alors j'ai omis ce petit détail parce que... Contre Kurosawa, tu sais. Si, exactement. Non, et ça fait quelques semaines qu'ils annoncent que Macho Man est handicapé par son bras douloureux.
Vas-y. C'est ça qui t'a choqué du coup? Non, mais écoute, vas-y, continue. Oui, Est-ce, vas-y. est-ce- est-ce que les commentaires est-ce que t'as noté quelque chose dans les commentaires? Non. Non. Dis-moi. Fais-moi plaisir. Moi, j'ai bien rigolé lorsque, pendant l'attaque du bras, il y a Mango McMichael qui fait J'ai entendu quelque chose craquer. Et là, il y a Bischoff qui dit Moi, j'ai entendu plus qu'un craquement. Mais, tu vois, je m'imagine un bras, mais plus qu'un craquement éventuellement d'un os qui casse. Je sais pas ce que ça. C'est 2 ou 3 craquements? Je sais pas en fait. Donc, Ouais. j'ai pas compris ce qu'a voulu nous dire Monsieur Bischoff. Bah que Monsieur Bischoff, que Bischoff. Macho Man a mal au bras, quoi. Et ça serait important pour la suite, comme tu l'as dit. Oui. Ce qui est important pour la suite, c'est que putain, ils nous annoncent Chris Benoit contre Kensuke Sasaki. Et Oui, donc mais attends. ça va Donc, chier quand même. Parce que là, on est en plein tumulte. Il y a la pub. Oui. Quand la pub, la pub termine, c'est fini. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne dans le ring. Ah oui, C'est- non. On n'a pas vu la fin du truc. Quoi. Maintenant, on est malheureusement habitué. Là, il passe du coq à l'âne ou de Macho Man à Sasaki, quoi. Moi, je dirais plutôt du Pepsi Max. T'as Donc compris ouais, on enchaîne. Il y a une petite Eh, promo t'as pour le compris pep. T'as compris T'as compris J'ai compris. Le Je ne la vends pas, par contre. Le Coca Light. J'avais compris. Le pire, c'est que j'ai compris, en fait. C'est ça le problème dans notre relation, tu vois. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de faire des blagues de merde si tu les comprends toi-même. Oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est que ça en dit long de l'état de notre relation. C'est que je comprends tout ce que tu dis. Voilà. Oui, une petite promo pour le pay-per-view avec donc encore la plus grosse bataille royale de l'histoire. 3 rings. Ensuite, on passe à Kensuke Sasaki. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou s'il est vendu comme ça, mais en tout cas, c'est marqué Kensuke Sasaki. Oui. Quand il arrive. Oh, tu sais, hein, pour les Américains, ce n'est qu'un Chinois parmi tant d'autres. Hein. Oui, voilà, c'est la même chose. Moi, j'ai adoré ce truc. Ça commence immédiatement. Là, Chris Benoit trouve vraiment son équivalence en termes de vélocité, de rudesse, de tout ça. C'est hyper stiff tout de suite. Il y a une grosse influence japonaise. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. Hyper brut, super violent. Ils se mettent une race, quoi. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Ils se mettent une race, la foule est surprisamment. Non. Surprisingly, comment tu dis en français? Oui, de manière surprenante. Oui, mais moi je voudrais un substantif là où je sais pas quoi. Bah, surprenamment. Bah voilà, surprenamment chaude. Oui. Parce que voilà, Benoît c'était pas non plus un foudre de guerre encore à l'époque. Sasaki, bah, c'est un no-name total. Ouais. Et puis, mais oui, effectivement, la mise de race, et Oui, elle est là. Race, Et en puis bonne c'est et quand due même forme. difficile de faire mieux compte tenu du fait que le match dure 2 minutes 30. Ah, moi, franchement, là, déjà, je m'attendais à un match un peu plus long. Donc j'étais assez surpris, mais là c'est comme tu dis, difficile de trouver un meilleur match de 3 minutes que ça, quoi. C'était super, et puis ils ont réussi à susciter vraiment beaucoup de réactions, à provoquer pas mal d'émotions en 3 minutes, enfin c'est génial. Dans le match, pendant qu'on voit toute cette merveille, Mongo McMichael, en faisant la promo de la bataille royale à 3 rings, dit, alors il y a un blanc après, dit que tout est meilleur à 3. Et tu vois que les deux se disent, putain, comment on va faire pour rebondir sur ce truc? On va pas rebondir du coup. Ah bah Donc, moi je vais par contre il y a un objet qui rebondit dans la vie. Qui est? Le frisbee. Bon, ça rebondit pas, mais je fais comme je peux pour les C'est transitions, tu vois. Alors transition Johnny B. Bad, c'est ça? Ouais, transition. Johnny B. Bad contre Eddie Guerrero. On a le programme de Saturday Night avec donc encore Chris Benoit contre Eddie Guerrero, avec Sting contre Bunkhouse Buck. Donc ça, il faut vraiment allumer sa télévision. On a Dean Malenko en action aussi. Et donc on passe au match pour le titre télé entre Johnny B. Bad et Eddie Guerrero. Dean Malenko qui malheureusement le week-end dernier, là, lors de Starrcast, a annoncé qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Ouais, ça c'est bien triste. Oui. Oui, ma grand-mère en était atteinte et c'était pas très sympathique. Oui. Une pensée. Oui, une pensée. Flowers. Exactement. Bon, alors là c'est vraiment rigolo parce que Les frisbees. Les frisbees et le décalage entre ce qui se passe et ce qui est dit par les commentateurs. Ça, c'est souvent le cas. Johnny B. Bad, il arrive, il fait exploser la foule, il prend une pop de rockstar. Et pendant cette pop de rockstar, les commentateurs insistent sur le fait que le public adore Eddie Guerrero. Oui. Donc, c'est vraiment étrange parce que là, en plus, on l'a dit sur les semaines précédentes, Eddie Guerrero commence à devenir un peu over. Il commence à créer des vraies réactions. Il commence à devenir un face qui fait réagir. Et là, on le met contre un mec qui est bien plus over que lui.
Donc c'est pas très judicieux à ce niveau-là. Et dès que le match commence, c'est hyper visible. Johnny B. Bad, c'est le favori de la foule. La foule qui est quand même relativement tiède parce que les gars, ils font. Enfin, je veux dire, on est en 1995 en Floride. Oui. Chaque État a ses niveaux de réceptivité par rapport à ce qu'il y a dans le ring. En Floride, faire des enchaînements, des reversals et des machins, c'est pas non plus la meilleure idée pour garder le public en haleine. Ah non, mais c'est pour ça que je disais au début du match, c'était le favori de la foule. Après, la foule s'endort un petit peu parce que, bon, ils font plein de choses. Ouais, il y a un springboard Hurricane Rana, là, mon nez de Eddie, qui est hyper chouette. Il y a une séquence de tombée un peu indie, là, où il y a les 1-2, 1-2. Johnny B. Bad se met un peu au diapason. Alors, peut-être à tort, parce que comme tu dis, c'est pas ce que le public voulait, mais il y a plus de voltige que d'habitude dans son catch. Il y a beaucoup de tombées, je trouve, pour un match télé. Oui, mais c'est vrai que c'est je n'ai pas vérifié, mais est-ce que c'est le match le plus long qu'on a eu depuis le début de Nitro ? C'est possible, ouais, franchement. En fait, c'est le seul match, parce qu'il faut, bon, on va spoiler la fin, c'est un match nul, au bout de 10 minutes. Ouais. Mais donc du coup il y avait un time limit à 10 minutes pour les titres, pour le titre télé à ce moment-là. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça reste dans les clous pendant tout le match jusqu'à un tournant majeur dans le match, c'est que Johnny B. Bad, un petit peu frustré par ce qui se passe, met un coup de poing, donc le poing fermé à Eddie Guerrero, un peu rattrapé par son passé de boxeur. Et à partir de là, ça part en bagarre, quoi. Donc il y a vraiment un deuxième match dans le match, et j'ai trouvé que c'était super cool à partir de ça. Ça a donné un nouveau visage aussi pour les deux, plus de personnalité, un peu plus de profondeur. Ça s'est vraiment venimé d'un coup et ça avait l'air hyper réel. Moi j'ai trouvé ça super bien fait. Ça avait l'air très réel. Par contre, l'arbitre, est-ce que c'était Nick Patrick ? Je crois que oui. C'est fort probable. S'il y a eu un couac, c'est que c'est lui. Voilà. Parce qu'à un moment, donc les deux mecs ils sont au sol comme ça, ils sont un peu à la boxeur où ils sont corps contre corps, ils se crêpent le chignon, tu vois. Ouais. Et là il y a l'arbitre qui essaye de les faire séparer comme s'ils étaient keblo dans les cordes ou comme s'il fallait compter jusqu'à, tu vois, s'ils avaient jusqu'à 5 pour se séparer, alors que les mecs ils étaient en plein milieu du ring, enfin c'était genre un catfight, il y avait aucune raison d'essayer de les séparer, quoi. Ouais, donc je pense que là l'arbitre il était un petit peu débordé par les émotions et justement cette tournure un petit peu nouvelle qu'avaient donné les deux mecs. Non, moi j'ai trouvé ça génial, et comme tu disais, je pense que c'est le match le plus long parce que donc c'est la première fois que moi j'entends l'annonceur de la salle qui dit qu'il reste 2 minutes dans le time limit. Donc ils annoncent ça. À un moment donné, il y a une séquence de reversal de Tombstone qui est super où Johnny B. Bad porte finalement le Tombstone pour un compte de 2. Et là, franchement, moi, j'ai commencé à avoir des petites émotions, moi. Je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé... Non, je trouvais que c'était vraiment super bien. Et les 30 secondes sont géniales parce que là, il y a un double down, les deux sont au sol. Et il reste 10 secondes, les deux sont à genoux. Et tu vois que les deux réalisent que personne gagnera le match. Mais ils s'échangent des droites jusqu'à la dernière seconde en sachant qu'il n'y a plus d'enjeu, quoi. Il y aura plus de vainqueur, mais jusqu'à la dernière seconde, on va y aller. Moi, j'ai trouvé que c'était super ce match. Oui, c'était vraiment super. Par contre, et surtout après oui. Dis-moi. Il faut faire gaffe devant qui tu présentes ce genre de match, quoi. Parce que oui. à la fin, quand tu as, enfin, au-delà de la prestation in-ring, moi je parle du résultat. Quand on a annoncé que c'était un match nul, la foule, il y a un grand vide parce que la foule ne comprend pas ce que ça veut dire. Ils sont complètement à la ramasse, ils comprennent que dalle quand ils vont voir du catch, les ricains. Enfin, toi aussi, on est allé plusieurs fois à WrestleMania et compagnie. Le niveau de compréhension de ce qui se passe dans un ring au niveau des règles et des... Moi, un des souvenirs les plus marquants à ce niveau-là, c'était quand on était c'était WrestleMania 26, je crois, à Phoenix, où il y avait le Money in the Bank. Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait le Money in the Bank qui commençait. Donc là, à ce moment-là, la WWE faisait déjà ça. Il y avait vraiment 15 échelles dans l'entrée. Il y avait des échelles tout autour du ring. T'as, je sais plus à ce moment-là, mais 6 ou 8 catchers. Je me rappelle qu'il y avait Matt Sydal là qui était dans ce match-là. Et le mec devant nous, au bout de 1 minute de match, il fait « Ah, c'est un match de l'échelle !» Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et tu te dis, t'es à WrestleMania, enfin, les billets coûtent cher, etc., mais les mecs sont... c'est pas des fans de catch, en fait. Enfin, ils vont au catch comme nous, on irait voir Lara Fabian, tu vois, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, enfin, il y a tous les indices étaient là, et le mec savait plus. Enfin bref, oui, c'est sûr qu'on entend des choses qu'on n'imagine pas forcément avant d'y être allé. Parce que moi, quand j'avais pas encore fait de catch aux États-Unis, je pensais pas qu'on vivrait ce genre de scène là-bas d'une manière assez fréquente en plus, tu vois. Très fréquente. Et donc oui, là, le public, il comprend que dalle quand c'est le match nul. Par contre, énorme pop quand on dit Johnny B. Bad est toujours champion. Parce que voilà, dans l'inconscient collectif du mec qui comprend que dalle, enfin, c'est même pas le conscient collectif d'une foule qui comprend que dalle. À partir du moment où elle entend Johnny B. Bad est toujours champion,
Écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Next. Ouais. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je trouve qu'à la WCW, ils le font souvent et que ça perd un petit peu son sens. Mais là, quand ils se serrent la main à la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment chouette parce que tu vois que les deux se regardent du genre. C'était cool, quoi. C'était cool, mec. On s'est bien mis la race et malgré ça, on se respecte et tout. J'ai trouvé que ça. Alors, certes, il n'y a pas eu la bonne réaction du public, mais j'ai trouvé que ça a aidé quand même pas mal pour développer leurs deux personnages. Et j'ai trouvé que là, tu vois, on parlait de Raw avec un segment qui avait aidé ni l'un ni l'autre. Là, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt positif pour les deux. Mhm. Donc voilà, on enchaîne avec quoi? Ah oui, alors il nous annonce que à Nitro, la semaine prochaine, Hulk Hogan veut affronter Sting. Alors, on reviendra sur ça un Oui. tout petit peu plus tard, si tu le veux À bien. ce moment-là du show, on ne comprend pas trop, quoi. Oui, même plus. Ouais, enfin bref, on reviendra là-dessus, n'est-ce pas? Dans le ring, on a une interview de Min Jin avec Jimmy Hart, Kevin Sullivan et le géant. Tu parlais de réaction de la foule, mais dès que Jimmy Hart ouvre la bouche, il est hué comme c'est pas possible, quoi. Ils Donc osent ça, USA. oui, ils osent USA. C'est à cause de l'Amérique. Oui. Il dit que voilà, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il est tranquille avec ce qu'il a fait, que le seul truc qui l'emmerde, c'est qu'il sait pas quoi faire de sa veste Hulk Hogan à $200. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Kevin Sullivan. Moi, ça me casse les couilles, les interviews du Taskmaster, du géant et toute la clique là. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, Kevin Sullivan hype un petit peu World War 3 en disant il y aura toutes les stars présentes, il y aura Sting, il y aura Hogan, il y aura le Macho Man, et à aucun moment il mentionne les gens du donjon, quoi. Donc il met over tout le monde sauf les siens. Ça sert pas à grand chose pendant que le géant prend le micro. Ça m'a fait sourire. T'as Jimmy Hart et Kevin Sullivan qui se comparent les mains avec lui pendant qu'il parle. Y a rien qui avance. On vient de passer ce segment, y a rien qui avance. Next. Sting contre Dean Malenko. Attends, il y a quand même une pub pour World War 3. Encore, oui, tout à fait. On va nous dire que dans ce match, il y a 3 géants. Ouais. Voilà. Donc, moi j'en ai un, j'ai Hogan en 2. On en parlera la semaine prochaine. Mm-hmm. Oui, donc on a Dean Malenko contre Sting. Mongo Michael, c'est le seul à le faire et c'est très drôle parce qu'il parle de la différence de taille, que c'est impossible pour Malenko de déplacer un mec comme Sting. Et là, tu as vraiment Bischoff et Inan qui sont rarement sur la même longueur d'onde, mais qui là vraiment rament pour rattraper les conneries que Mongo dit. Parce que là, on est en plein dans un truc où on doit croire que Hulk Hogan peut battre le géant, quoi. Ouais. Donc là, lui, il nous dit exactement l'inverse, quoi, que c'est impossible pour les petits de gagner contre des grands. Et tu vois encore une fois que Bischoff, tu l'entends presque se dire, putain, mais le gars, quoi, fait chier, quoi. Il faut qu'on ramasse toutes ces merdes, tu vois. Tu dis beaucoup de merde aujourd'hui, je trouve. Ah, pardon, je sais pas, mais oui, non, mais c'est pas. Moi, alors, pour contrebalancer avec la merde, j'ai beaucoup aimé ce match. Pipi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce match pour pas mal de raisons. Bon, évidemment, c'est un bon match vu les deux mecs. À un moment donné, il y a une Germane de Malenko là qui est incroyable en termes d'élévation. Bien sûr, que Eric Bischoff ne se gardera pas d'appeler belly to back. Une belly to back souplex. Ça fait deuxième ou troisième fois depuis le début de la Monday Night War. Oui. Ouais, donc comme dit, c'est un bon match, mais bon, ça c'était sûr, mais c'est surtout un peu rafraîchissant de voir les différentes strates de la WCW se mélanger, quoi. Jusqu'à présent, les cruisers étaient un peu entre eux, juste en opener, etc. Là, le Malenko, il a une vraie exposition. Et j'étais surpris parce que ce que lui donne Sting, en fait, il bum pas mal, il lui accorde pas mal de trucs. Il se dégage du Scorpion Deathlock, enfin c'est quand même pas rien, et il perd seulement avec un petit un roll-up, quoi, après avoir encaissé tout l'arsenal d'un main eventer majeur de la fédération. Donc j'ai trouvé que c'était très agréable ce petit match. Oui, entièrement partagé. Oui, c'était vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, du coup, oui. Sting. Sting reste dans le ring pendant 3 minutes, on ne sait pas exactement pourquoi. Min Jin arrive et il veut des explications concernant la semaine dernière où donc Sting s'était barré avec Lex Luger et nous annonce que Hulk Hogan veut un match avec Sting. Oui. Donc là, franchement, le mec, il a
un donjon contre lui, un Yeti, il s'est fait briser la nuque, il s'est fait trahir par un Yeti. Il s'est fait. Je fais bien le Yeti. Hein. Ouais, c'est plus vrai que nature. Le mec, il a le monde entier contre lui, quoi. Il s'est fait trahir par tout le monde, par son manager, par Lex Luger. Mais dans tout ça, le seul souhait qu'il a, c'est d'affronter Sting. Le babyface ultime, qui est le mec à qui on peut faire le plus confiance de toute l'histoire du catch à ce moment-là, quoi. Que tu crois? Non, mais enfin, en termes de logique, c'est abysmal. Comme on dit. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que tu as tout dit. Hein. C'est sur ce triste constat qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Oui, Sting fait une petite promo. Alors, je te l'ai dit en off, moi j'ai eu un petit problème technique, donc je n'ai pas pu voir tout, mais voilà, il se qualifiait de Big Dog, donc Roman Reigns a certainement pris note de tout ça quand il était petit. Oui, poupon. Exactement. Non, mais c'était un très bon Nitro, quoi, hein, quand même. Oui, c'était super. Moi, j'ai bien aimé ce Nitro, vraiment. En fait, quand il n'y a pas le yata et qu'il n'y a pas de la merde, et qu'il y a juste du catch et des storylines et des angles et des segments qui font avancer ces storylines de manière normale, classique, sans essayer de trop réfléchir à on ne sait quoi, tout se passe bien. C'est ça. Moi, mais ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, on est à l'épisode 11. Le truc, c'est que quand la WWE fait de la merde, c'est de la merde. Alors que quand la WCW fait de la merde, c'est tellement de la merde que c'est quand même divertissant, tu vois. Genre, par exemple, là, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est la promo de Hogan du début de show. Ah putain, oui, j'avais oublié ça. C'est ça. C'est que c'est tellement nul que ça en devient vraiment génial. Alors que la WWE rentre hyper rarement dans cette zone-là, tu vois. F comme Fantomette. F comme Fantomette, avec sa petite trottinette. Ouais. Écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour cette semaine. Merci à tous d'avoir écouté l'émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, le 20 novembre, pour l'épisode numéro 12 de la Monday Night War. Au rendez-vous, comme d'hab, je serai là. Toi aussi, Dimitri ? Je serai présent. Eh ben écoute, formidable. Donc on va s'embrasser, on va embrasser tout le monde en vous remerciant comme d'hab pour votre fidélité. Allez, bye bye. Merci, à la semaine prochaine.